Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Près de 33 ans après les faits, 3 suspects ont été identifiés dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Un attentat qui avait marqué la France et fait 6 morts et une vingtaine de blessés. Le juge antiterroriste Marc Trévidic a lancé 3 mandats d'arrêt internationaux. Le récit de cette enquête au long cours dans ce journal. Une semaine après le voyage des 4 parlementaires en Syrie, la cacophonie règne sur les suites à donner à cette initiative. Il y a eu beaucoup de condamnations et quelques soutiens à ce voyage. Et au final, quelle est la réalité de notre politique étrangère dans cette région? On en parle avec le journaliste et ancien otage Nicolas Hénin, auteur du livre Djihad Academy. Areva dans une zone de très forte turbulence. Le champion français du nucléaire vient de confirmer des pertes colossales de 5 milliards d'euros en 2014. Le groupe annonce un plan d'économie drastique, une cure d'austérité que redoutent les 28 000 salariés, pas vraiment rassurés par les paroles du gouvernement. Analyse à suivre de notre chroniqueur Jean-Luc Gombaud. À Sivins, enfin, la tension monte encore d'un cran. Les agriculteurs pro-barrage poursuivent le blocus des zadistes. Le préfet du Tarn appelle à l'apaisement, mais les bousculades et les provocations se sont multipliées aujourd'hui entre les deux camps. Nous assistons à des scènes de guérilla, a déclaré le responsable du syndicat agricole sur place. Et les images tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La polémique est devenue un feuilleton entre le député UMP Gérald Darmanin et la garde des Sceaux Christiane Taubira. Les attaques se multiplient. Retour sur une polémique en plusieurs actes avec Mounir Soussi. Gérald Darmanin ne s'attendait pas à une telle riposte. Après ses propos qualifiant la garde des Sceaux de tract ambulant pour le FN, le député du Nord s'est d'abord attiré les foudres du Premier ministre hier. Alors je vous le dis, monsieur Darmanin, les yeux dans les yeux, ça n'est ni la jeunesse, ni la campagne électorale, ni le combat politique qui doivent vous permettre de tenir de tels propos, et nous ne le permettrons jamais. En signe de soutien, les députés PS ont offert une standing ovation à Christiane Taubira, la cible préférée de l'opposition, qui n'a besoin de personne pour se défendre. Elle considère les attaques du jeune député comme rien de moins que des déchets de la pensée humaine. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, elle a ajouté une salve. Franchement, je trouverais pitoyable que, malgré son jeune âge, peut-être même du fait de son jeune âge, sans doute à cause de la déliquescence de son parti, il en soit contraint à s'exprimer, à tenir des propos qui ne soient pas éclairés par un idéal républicain. Alors moi, je trouverais ça pitoyable si j'avais de la pitié à gaspiller. Ce n'est pas le cas pour ce monsieur. Des élus de droite sont venus au secours de leurs collègues. Christian Jacob estime que les déclarations de Christiane Taubira sont ignobles. Et dans un tweet, Xavier Bertrand juge que ces propos ne sont pas dignes d'un ministre. De son côté, Gérald Darmanin persiste et signe et a reçu le soutien unanime de tout son parti dans un communiqué publié par l'UMP. Au Sénat, à présent, la droite rêve d'une loi Macron totalement corrigée. Le ministre de l'économie est venu défendre son texte aujourd'hui. Face à lui, UMP et UDI entendent bien durcir la copie et rouvrir le débat sur les 35 heures. Les détails avec Marie Brémaud. À la Haute Assemblée, c'est l'UMP et l'UDI qui forment la majorité depuis les élections sénatoriales de septembre dernier et ils espèrent travailler sur ce texte de manière constructive. La tradition du Sénat, c'est que l'ensemble des sénateurs se connaissent et essayent d'aller dans le bon sens. Cette chambre est une chambre où on bâtit des consensus. À droite, on souhaite apporter des simplifications pour les entreprises, revenir sur les seuils sociaux des très petites entreprises. Et il n'y a aucun tabou puisqu'on parle même d'un assouplissement des 35 heures. Ça veut dire qu'il faut offrir des possibilités de modulation en fonction d'accords d'entreprise pour permettre que le temps de travail ne soit pas un obstacle à l'emploi, mais soit un élément positif pour permettre à l'emploi de se développer. Ça fait partie des blocages identifiés aujourd'hui. À gauche, nul frondeur dans les rangs socialistes. La critique viendra des bancs communistes avec un cheval de bataille, le travail du dimanche. Nous, ce qu'on veut, c'est faire prendre conscience à nos collègues socialistes, écologistes, du RDSE, à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui se disent et se réclament de gauche et défendent d'ailleurs des valeurs de gauche par certains moments, et bien sur ce texte-là, démontrons qu'ici au Sénat, la gauche, elle a retrouvé un petit peu ses esprits. Après plus de 190 heures de débat au Palais Bourbon,
Emmanuel Macron doit désormais se préparer au Palais du Luxembourg à un nouveau marathon législatif. C'est une très belle cérémonie qui récompense les meilleurs apprentis de France. Elle s'est tenue à la Haute Assemblée aujourd'hui où les caméras de télévision se bousculaient pour Armando Curri, originaire d'Albanie. Ce jeune apprenti sans papier a défrayé la chronique. On voit tout cela avec Louis Sibylle. De l'ombre à la lumière. Ce jeune immigré albanais devient aujourd'hui meilleur apprenti de France. Ouais, un peu de stress, ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Sous les ors de la République, en smoking et nœud papillon, il reçoit sa médaille, couronnement de 3 ans de dur labeur. Et au fond de mon cœur, enfin, je réalisais mon rêve qu'il me puisse féliciter comme tout le monde. Et voilà, enfin, j'ai obtenu tout ce que je voulais. C'est l'histoire d'un parcours incroyable. Entré clandestinement en France, il atterrit à Saint-Étienne à 16 ans, seul, sans un sou en poche. Il entame un CAP de menuiserie, travaille beaucoup et apprend le français rapidement. Et Armando, quand les premiers temps, il me disait « Monsieur, je ne comprends pas ça ». Et je lui expliquais, il écrivait sur son petit cahier et je savais que le lendemain ou la fois prochaine qu'il avait ce terme technique, il l'avait acquis. Un conte de fées qui aurait pu virer au cauchemar. En situation irrégulière, Armando Curri devait quitter le territoire depuis octobre dernier. Dans ces conditions, le Sénat a d'abord refusé de l'accueillir. Le président du Sénat s'en explique. J'ai examiné le dossier hier en arrivant et j'ai pris la décision, après avoir informé le cabinet du ministre de l'Intérieur, d'accueillir ce jeune parce qu'il était le symbole d'une réussite, parce qu'il était aussi porté par des maîtres d'apprentissage et que les meilleurs ouvriers de France portaient un certain nombre de valeurs. Reculez, s'il vous plaît. Grâce à l'émotion suscitée, Armando a pu bénéficier in extremis d'un titre de séjour de 3 mois et espère être régularisé en mai prochain. C'est la médaille voilà, que ça change un peu ma vie. Après cette folle journée, décisive pour sa carrière, Armando Curri repart dans la Loire. Il commence un bac pro, le sourire aux lèvres. Dans l'actualité, Areva se trouve dans une zone de très forte turbulence. Le champion français du nucléaire vient de confirmer des pertes colossales de 5 milliards d'euros en 2014. Le groupe annonce un plan d'économie drastique, une cure d'austérité que redoutent les 28 000 salariés. Pas vraiment rassurés par les paroles de l'exécutif. Et ce soir, François Hollande, en déplacement à Madrid pour un sommet sur l'énergie, a appelé le groupe Areva à préserver l'emploi. On l'écoute. Il y a aussi les personnels qui doivent être garantis puisque ces personnels ont un savoir-faire qui est reconnu en France et dans le monde et le dialogue social doit être engagé au plus vite comme le dialogue avec les élus des sites concernés pour qu'il puisse y avoir une préservation de la situation de ces personnels et qu'aucun licenciement ne puisse être prononcé. Et on parle de la situation d'Areva avec notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, comment en sont-ils arrivés là? Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord un contexte général et il y a des responsabilités personnelles. Le contexte général, c'est que depuis Fukushima, les commandes se sont effondrées à peu près 40% de moins par rapport à ce qui était prévu. Ensuite, contexte général toujours, la conjoncture fait que les électriciens, ceux qui vont acheter les centrales, font des économies et donc ils espacent leurs révisions et quand ils font les révisions, ils le font au minimum, ce qui là aussi contracte les marchés. Ensuite, contexte général, c'est les nouveaux concurrents qui arrivent et qui cassent les prix. Alors que Areva, M. Hollande vient de parler du savoir-faire du personnel, c'est exact, mais le gap technologique dont bénéficiait Areva est en train de se réduire. Ensuite, il y a des aspects très particuliers. Par exemple, le lancement de la 3e génération, l'EPR, en Finlande ou en France, qui prend un retard considérable. Vous avez rien que sur ces questions-là, vous avez 9 milliards d'euros dans la vue. Et on en arrive ici aux responsabilités personnelles.
Comment se fait-il qu'Areva ait pu se lancer sur des chantiers pareils, aussi considérables, il y a 9 ans de retard, ce qui est absolument incroyable. Comme ça, un peu les yeux fermés, les anciens dirigeants disent oui, mais si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu le marché. Mais fallait-il absolument avoir le marché dans des conditions pareilles? D'autant plus qu'il y a d'autres erreurs qui se sont accumulées, notamment le rachat de mines d'uranium qui se sont avérées décevantes, à peu près pour 1,2 milliard de pertes sur ces questions-là. Et alors, on en arrive à l'autre responsabilité personnelle, la responsabilité politique. Comment se fait-il que l'État, qui est actionnaire à 90% d'Areva, alors que cette affaire dure depuis maintenant 4 ou 5 ans, n'ait pris aucune décision et laissé faire les choses de manière absolument lamentable? Et donc là, on arrive à une imbrication de causes qui crée la situation actuelle. Et maintenant, Jean-Louis, est-ce qu'Areva, est-ce que le groupe est en danger et est-ce que c'est un pilier de l'économie française qui est aujourd'hui menacé? Alors je réponds oui aux deux questions, en danger certainement, parce que ce n'est pas seulement les 5 milliards qui sont graves, c'est le fait que rien que dans l'année 2014, si vous prenez ce qui c'est les pertes au premier semestre et les pertes au second semestre, les pertes sur cet espace de temps limité ont été multipliées par 9. C'est considérable. Par ailleurs, Areva est une entreprise dont les dettes représentent les 2/3 du chiffre d'affaires. Si Areva était privée, elle serait en faillite. Alors, un pilier d'économie française, oui, parce qu'en fait, l'économie française est très diversifiée, mais les piliers ne sont pas très nombreux. Vous avez l'aéronautique, qui se porte bien. Vous avez le ferroviaire, qui ne va pas si bien que ça, notamment le TGV n'est plus la perle que l'on croyait. Et vous avez le nucléaire. Et la France est le seul avoir une filière complète qui va de la mine jusqu'au retraitement de l'uranium et en passant par la construction des centrales. Et vous avez au milieu cet Areva qui est complètement fissuré et qui pose un véritable problème. C'est-à-dire comment on va redresser cette situation qui est extrêmement difficile, comment redresser une situation sans faire trop de mal aux gens qui sont concernés. Merci beaucoup Jean-Luc Gombaud pour votre analyse. La suite du 22h dans quelques instants, nous parlerons de cet incroyable rebondissement dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, près de 33 ans après les faits. Récit à suivre d'une enquête au très long cours. Et puis, une semaine après le voyage des parlementaires français en Syrie, la cacophonie règne sur les suites à donner à cette initiative. Et plus largement, quelle politique dans cette région du monde? On en parle après le tour de l'info de Nathalie Guilloire. La tension est encore montée d'un cran mercredi entre pro et anti-barrage de Sivens. 200 militants pro-zadistes réunis sur la place de Gaillac ont été bloqués par les forces de l'ordre. Ils voulaient organiser un convoi alimentaire. On est bloqué, on ne sait pas quand on pourra repartir, et puis on a violé aucun droit. On n'a pas caché nos intentions. Plus loin, des agriculteurs qui bloquaient depuis lundi les entrées du site de Sivens ont détruit des constructions des opposants au projet de barrage. Vendredi, le Conseil général d'Albi se réunit pour débattre de projets alternatifs sur la retenue d'eau. La secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso, pourrait possiblement quitter le gouvernement pour raison de santé, selon Sébastien Le Foll. Le départ de la ministre tombe à un mauvais moment. Un mouvement national est organisé demain à l'appel des principaux syndicats du supérieur. C'est la deuxième fois que la secrétaire d'État demande à être déchargée de ses fonctions. Dans un premier temps, son portefeuille pourrait être repris par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, sa ministre de tutelle. On devrait bientôt savoir si l'enquête des juges sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy sera relancée ou non. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris examine la validité des écoutes dans le dossier qui vaut à l'ancien chef de l'État d'être mis en examen pour corruption et trafic d'influence. La Chambre de l'instruction a mis sa décision en délibéré au 7 mai prochain. Les actes que nous contestons sont ceux qui fondent le départ de cette procédure. Donc s'ils sont annulés, normalement, le reste de la procédure doit l'être. Tout va bien entre l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, la chancelière Angela Merkel donne un bon point à la France pour ses réformes. La chancelière a promis que l'Allemagne allait tout faire pour accompagner cet effort. La France est en bonne voie. Ma relation bilatérale avec la France me permet de penser qu'il y a un processus de réforme très intense mis en place. Angela Merkel était interrogée sur le nouveau délai de 2 ans accordé par la Commission européenne à la France. La
L'analyse et le débat du mercredi 22h consacré ce soir à deux grands thèmes. D'abord, bien sûr, cette actualité, ce rebondissement près de 33 ans après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. 3 suspects ont été identifiés en Norvège, à Ramallah et en Jordanie. On va rappeler ce soir le contexte de cet attentat et raconter cette enquête au très long cours qui a été reprise par le juge antiterroriste Marc Trévidic. Nous parlerons aussi ce soir de la situation en Syrie. Une semaine après le voyage des parlementaires français, la cacophonie des soutiens et des condamnations bat son plein. Au final, quelle politique, quelle diplomatie dans cette région du monde? Comme tous les mercredis, l'actualité est croquée en dessin par notre caricaturiste Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Merci d'être en notre compagnie et je vous présente nos invités ce soir, le journaliste Nicolas Hénin. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes l'auteur de ce livre, Djihad Academy, aux éditions Fayard. Je vais préciser que ce n'est pas un livre de témoignages sur vos conditions de détention. Voilà, lorsque vous étiez otage, pas du tout, c'est un essai. On va en parler très dur, très critique, un pamphlet même sur la situation sur place et notre action. Nous accompagne également ce soir Agnès Levallois. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, auteur de très nombreux ouvrages, dont Moyen-Orient, mode d'emploi, publié chez Stock. Avec nous aussi ce soir Charles Villeneuve. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes l'une des grandes voix d'Europe 1, journaliste, ancien directeur de TF1. Vous avez beaucoup travaillé sur le terrain, au Proche et au Moyen-Orient, et vous êtes l'auteur notamment du livre « Histoire secrète du terrorisme » chez Plomb. Bienvenue à vous. Antoine Basbous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. Votre dernier livre s'intitule « Le tsunami arabe » chez Fayard. Alors, messieurs, mesdames, près de 33 ans après les faits qui avaient secoué la France, c'est un incroyable rebondissement dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers. On va en parler dans un instant, cette enquête au long cours avec de multiples errements. Mais d'abord, on va replonger dans le contexte de l'époque. Nous sommes le 9 août 1982 devant le restaurant Goldenberg à Paris. Regardez, c'est un sujet de Monir Souci. Ce 9 août 1982 à Paris, le quartier juif de la rue des Rosiers est le théâtre d'une attaque terroriste. Un commando jette une grenade dans le restaurant Goldenberg et tire sur la foule à l'arme automatique. Le bilan est lourd, 6 morts et 22 blessés. 33 ans après les faits, la justice est sur la piste de 3 suspects. Aujourd'hui, sur les lieux du drame, cette nouvelle est accueillie avec précaution. On reste très prudent parce que le temps qu'ils soient jugés, extradés, est-ce qu'ils le seront un jour? Parce qu'ils sont quand même dans des pays en Jordanie, je crois en Cisjordanie, donc c'est pas évident. 2 suspects résident aujourd'hui dans ces 2 endroits. Un troisième vit en Norvège où il a obtenu la nationalité. Soupçonné d'appartenir au groupe palestinien Abu Nidal, responsable de nombreux attentats dans les années 70 et 80, leur extradition est peu probable, mais l'action des juges envoie tout de même un signal. C'est important de montrer que 33 ans après les faits, on n'oublie pas l'acte de terrorisme, que la justice est toujours mobilisée et que finalement le temps qui passe n'est pas un refuge pour les terroristes. Ces mandats internationaux ne vont sans doute pas permettre que ces suspects soient renvoyés vers la France. Mais par contre, ces mandats d'arrêt internationaux peuvent permettre que soit organisé un procès par défaut en l'absence de ces personnes. Le juge antiterroriste Marc Trévidic est en charge du dossier, préservé des délais de prescription par la poursuite de l'enquête au fil des années. Il recevra les parties civiles le 9 mars prochain pour faire le point sur l'évolution de son enquête. Voilà pour l'évolution de l'enquête. Charles Villeneuve, il faut rappeler l'onde de choc de cet attentat qui avait profondément secoué la France. Oui, d'autant plus qu'un an auparavant, il y a eu un attentat qui lui aussi avait eu pas mal de conséquences sur l'esprit public. C'était l'attentat du 3 octobre 80 devant la synagogue de la rue Copernic. Et pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est le même mobile. On punissait la France parce que Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, quelques semaines auparavant, avait au sommet de Venise fait voter une résolution par tous les pays européens, les 9, disant que de toute façon, le seul interlocuteur valable pour négocier de toute façon la paix était l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. Et Yasser Arafat avait un ennemi féroce de toute façon dans les camps palestiniens, et pas seulement dans le camp palestinien, dans les pays arabes aussi, puisqu'il y avait 5 grands pays arabes qui constituaient le front du refus. C'était la Syrie, l'Irak, le Yémen du Sud, la Libye et l'Algérie aussi. Et tous ces gens-là sponsorisaient, notamment surtout la Syrie et l'Irak, sponsorisaient le Fatah Conseil révolutionnaire qui était dirigé par Abu Nidal, une sorte de société criminelle à succursale multiple. Et l'ennemi irréductible de Yasser Arafat. Absolument. Il considérait qu'il avait plus de légitimité qu'Arafat pour être le négociateur
avec notamment éventuellement Israël, ce que refusaient de toute façon catégoriquement tous ces pays arabes. Antoine Bazbouz, l'enquête a connu de nombreux errements, mais très vite, il y a eu une conviction tournée justement vers Abou Nidal. De mémoire, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais les regards se sont tournés vers Abou Nidal, en même temps vers ses commanditaires, et particulièrement vers le Baas syrien plutôt qu'irakien. Parce qu'à l'époque, la Syrie d'Assad père, déjà, sévissait contre la France, ses intérêts, ses diplomates, ses ressortissants avec les prises d'otages multiples au Liban. Et même, il y a eu l'attentat de la rue Marbeuf qui a été commandité par le frère du président Rifat el-Assad. Donc, ça rentrait dans un contexte dans lequel la Syrie, plus son allié iranien à l'époque, prenait des otages français, posait des bombes à Paris et au Liban. Cela étant, il y avait si vous voulez, beaucoup de groupes terroristes, c'était vrai des fractions révolutionnaires libanaises, c'était vrai d'autres organisations, Azala, etc., tous les alliés d'ailleurs du Fatah Conseil révolutionnaire. Abou Nidal, tous les attentats, si vous voulez, signés en quelque sorte, étaient faits avec un pistolet mitrailleur polonais, un WZ, et un pistolet russe, le Makarov. L'attentat était donc signé. C'était une forme de signature, si vous voulez, de ces groupes. Et d'ailleurs, le lendemain, au bois de Boulogne, on a retrouvé posé contre un poteau électrique un pistolet mitrailleur WZ. Une semaine après, la grande façade de la synagogue de Bruxelles a été mitraillée par un WZ. Et en septembre de la même année, c'est-à-dire 82, après qu'Arafat ait été d'ailleurs évacué de Beyrouth, le 30 août 82, il y a eu 39 blessés à la synagogue de Rome, en Italie, avec un WZ de polonais. On va jeter un coup d'œil par là avec la première caricature d'Hervé Baudry sur ce sujet évidemment tragique. Un hommage aussi au restaurant Joe Goldenberg. Voilà, la justice est un plat qui se mange froid. Voilà. Je suis passé, c'était très bien. On verra s'ils vont rendre des comptes à la justice, parce qu'il y a une longue procédure qui va commencer. Agnès Levallois, ce que disait sur le régime syrien, Hafez el-Assad, qui aurait ainsi envoyé un signal sanglant à la France, parce qu'à l'époque, la France s'est forcée d'aider Yasser Arafat, qui était pris dans l'étau, dans le piège de Beyrouth, et c'est ça qu'a voulu punir à l'époque la Syrie? Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez clair que la Syrie avait une position qui n'est pas la même position que la politique française. Et la facilité à l'époque par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on savait beaucoup plus facilement qui étaient les commanditaires de ce genre d'action. Et je crois que c'est une des grandes différences avec cette période des années 80, au cours de laquelle on a connu de nombreux attentats, et la période actuelle où aujourd'hui, on n'a plus forcément un commanditaire qui est aussi facilement identifiable que ça n'était à l'époque. À l'époque, il y avait des messages qui étaient envoyés à travers des attentats, et à partir du moment où ces attentats avaient lieu, on savait, les services de sécurité et de renseignement savaient avec qui nouer un dialogue pour éviter que de tels attentats ne se reproduisent, ou en tous les cas, il y avait une capacité à comprendre le message et à essayer d'y répondre, ou en tous les cas, d'avoir des canaux de négociation et de discussion. Aujourd'hui, ce qui est terrible dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est que ces canaux n'existent plus tout de la même façon et que ces messages ne sont plus du tout les mêmes messages adressés. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour non seulement les diplomates, mais également les services, de pouvoir travailler et de pouvoir négocier. Mais parce qu'à l'époque, c'était l'âge du terrorisme d'État. Absolument. Et Arafat a été sorti de Beyrouth, sauvé du piège dans lequel il était, encerclé par l'armée israélienne, par les Français. Absolument. Vous êtes d'accord, Nicolas Hénin, sur ce qu'a dit Agnès Levallois? Relativement, mais ceci dit, on trouve malgré tout encore une certaine forme de signature des actions. Même si le terrorisme aujourd'hui a beaucoup changé d'allure et que on se retrouve avec et de processus. Et de revendications. Cette forme de revendication, on se retrouve davantage à essayer de mobiliser des gens qui seraient juste des prêts à passer à l'acte comme ça de façon complètement individuelle. Ça me fait beaucoup penser aux différentes vidéos qu'on a pu voir tournées par des djihadistes francophones et en général même français dans différentes zones de conflit, disant venez mes frères, faites votre hijra, et pour tous ceux d'entre vous qui pourraient pas la faire, eh bien tuez ou faites du mal aux Français autour de vous comme vous voulez, à l'improviste quoi. Et donc un appel
et à d'authentiques terroristes et à des gens qui sont simplement déséquilibrés et qui cherchent une sorte de notoriété instantanée en se disant il suffit que je fonce sur un marché de Noël avec ma voiture en gueulant à la Akbar et c'est bon, je passerai à la télé. Dans les années 80, le premier adversaire ou voire ennemi d'Assad père, c'était Arafat. Et d'ailleurs, quand Arafat est revenu au Liban et s'est installé à Tripoli, eh bien, Assad père avait détruit une partie de la ville pour rechasser Arafat de Tripoli et l'envoyer au Yémen. Donc, à l'époque, c'était vraiment l'ennemi numéro un d'Assad. Aujourd'hui, la signature des actes terroristes, elle est automatique. Là, on a attendu combien d'années pour savoir entre 82 et aujourd'hui pour connaître ou trouver. Aujourd'hui, Kouachi Koulibaly, il désigne qui sont leurs commanditaires, à qui ils appartiennent. À l'époque, ils dissimulaient parce que c'était des États qui commanditaient. Aujourd'hui, ce sont des organisations terroristes. À l'époque, l'État ne revendiquait pas. Et quand on les prenait la main dans le sac, ils niaient. Ils continuent à nier. Aujourd'hui, ils revendiquent. Il niait à l'époque, mais c'est vrai qu'il y avait quand même, on arrivait à savoir quand même qui c'était, et des négociations avaient lieu instantanément après pour justement comprendre le message qui avait été adressé. Et souvenez-vous, dans la grande période des attentats en France, après il y a eu des négociations avec un certain nombre d'interlocuteurs et il n'y a plus d'attentats pendant de longues périodes. Il y a eu tout de suite en novembre 82 une négociation avec Abou Bakr, qui était le bras droit de Abou Nidal, un officier du cadre spécial français, a pris contact, a vu Abou Nidal et a obtenu que le groupe Abou Nidal ne fasse plus d'attentats en France. Oui, et le conseiller sécurité de Mitterrand à l'époque, François de Grossouvre, avait rencontré le frère d'Assad, Rifat al-Assad, à Saint-Nom-la-Bretèche pour assurer la paix. Et à l'époque, de Grossouvre, il me l'a raconté, était surpris de voir qu'arrivé à Saint-Nom-la-Bretèche, dans la ferme de Rifat al-Assad, il était reçu avec des Kalachnikov de la garde personnelle de Rifat al-Assad, alors qu'il n'avait pas le droit d'avoir des armes en France. Il y a une autre donnée qui a beaucoup changé par rapport à l'époque, et c'est ce que caricature Hervé Baudry, c'est le système de communication. Vous dites, là je crois que c'est Hafez, le père, voilà, tout à fait, à l'époque on ne tweetait pas, on tuait. Aujourd'hui, malheureusement, on tue aussi. C'est un mode de communication. Voilà. C'est-à-dire qu'on suggérait un petit peu par les assassinats quelques messages. Alors que maintenant, on utilise d'abord le tweet et après, malheureusement... Mais c'est des messages moins définitifs aujourd'hui, le tweet. Nicolas Hénin, ça veut dire aussi que 33 ans après, on arrive quand même presque à toucher la vérité. On va voir ce qui va arriver parce que les procédures d'extradition risquent d'être longues, mais on finit par trouver finalement. Le terrorisme ne gagne jamais. Le terrorisme, en fait, il gagne lorsque la victime réagit mal. C'est une des grandes réflexions à laquelle je suis arrivé. En fait, c'est une des rares actions humaines dont le succès peut se juger indépendamment du strict succès de l'acte commis à l'origine, par la réaction de la victime, par la façon dont la personne qui a été frappée va interpréter et réagir. L'exemple typique, par exemple... Vous l'avez tiré de votre propre expérience? Oui, et puis aussi de ma lecture de l'actualité. Je veux dire, l'exemple typique, c'est évidemment la réaction américaine au 11 septembre. Enfin, je veux dire, il faut être d'une naïveté insensée pour imaginer que l'on a puni Al-Qaïda en envahissant l'Afghanistan et l'Irak. Je voudrais dire que donc, quand il y a un État... La véritable victoire du 11 septembre, ce n'est pas la chute des tours, c'est l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. Quand on est dans le cadre d'un État de droit, l'impunité n'existe pas. Rappelez-vous Carlos, il a commis combien d'actions terroristes? Eh bien, il a été finalement retrouvé et ramené de Khartoum, du Soudan, jusqu'en France par le général Rondeau. Donc, c'était la victoire de l'État de droit. Et les terroristes seront traqués et, je pense, un jour retrouvés et jugés. On va parler à présent du terrain syrien, irakien. Une semaine, pile après le voyage des parlementaires français en Syrie, la cacophonie règne toujours dans la classe politique française entre condamnations très nombreuses et soutiens quelques-uns. Cette visite a ouvert une brèche dans la politique étrangère de la France. On va justement écouter le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. C'était hier aux questions d'actualité au gouvernement et puis on en parle juste après. On l'écoute. Les terroristes de Daesh ne massacrent plus seulement des êtres humains, ils massacrent aussi des œuvres d'art.
Nous avons tous dans les yeux les images du saccage du musée de Mossoul, qui sont consternantes. Ils veulent tuer, vous l'avez rappelé, non seulement le présent, mais détruire physiquement toutes ses racines. La France s'est mobilisée immédiatement avec l'UNESCO pour condamner ces crimes et pour faire adopter à l'ONU une résolution qui sanctionne aussi les revenus tirés du pillage du patrimoine. Une autre manifestation terrible de cette barbarie, c'est l'enlèvement récent de centaines de chrétiens assyriens de Syrie, quelques jours après le meurtre de coptes égyptiens en Libye. Et je le redis ici avec force, la France n'abandonnera pas les chrétiens d'Orient. Voilà pour le message de Laurent Fabius. Ça fait une semaine exactement qu'on a appris ce voyage des parlementaires qui était connu apparemment vraiment de tous les officiels. Mais je voudrais faire un tour de table, connaître une semaine après, il y a eu des condamnations et des soutiens. Quel est votre véritable sentiment sur ce voyage et ses suites et ses conséquences, Agnès Levallois? Moi, je trouve que ce voyage est absurde. Est absurde parce que quand on fait un voyage comme ça, c'est qu'il y a un objectif à atteindre. Si l'objectif à atteindre par les parlementaires, c'est de se dire qu'il faut négocier avec Bachar el-Assad pour éviter le terrorisme, c'est d'une bêtise sans nom, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, Bachar el-Assad n'a pas la capacité à régler la question du terrorisme de Daesh ou de n'importe quel groupe, parce que le gouvernement de Bachar el-Assad n'a plus autorité sur les zones dans lesquelles ces groupes se vivent et se répandent. Donc c'est un leurre total que de penser que Bachar el-Assad a la capacité de régler la question du terrorisme. Et donc, le fait que des parlementaires... La régler, non, Agnès Levallois, mais coopérer justement pour la lutte contre le terrorisme sur son propre terrain. Non, ça repart d'une idée, c'est que dans les années 2005, 2006, 2007, effectivement, il y avait des coopérations entre services de sécurité occidentaux et syriens pour lutter contre les djihadistes en Irak. Il connaissait parfaitement, c'est lui qui les faisait passer. Je finis juste mon raisonnement. Donc, il y avait effectivement... En 2012, Agnès. Oui, mais je parle des années qui étaient vraiment des années très, très fortes dont on a beaucoup parlé. Donc, effectivement, à ce moment-là, Bachar el-Assad, ses services avaient une capacité à négocier avec les Occidentaux, ça se justifiait. Aujourd'hui, Bachar el-Assad n'a plus aucune capacité de pouvoir avoir du pouvoir et de l'autorité sur ces groupes dont il a favorisé complètement l'expansion, mais qui aujourd'hui lui échappent totalement. Donc des parlementaires qui se présentent comme des connaisseurs, je pense à Millard en particulier de la région, quand il a cette démarche, c'est une démarche pour moi que je qualifierais simplement d'absurde et de dangereuse. Dangereuse parce qu'elle fait croire des choses qui ne sont absolument pas en mesure d'être concrétisées. Nicolas Hénin, vous êtes aussi très dur sur ce déplacement. Vous dénoncez, je cite, l'ignorance crasse des parlementaires qui font pourtant, j'ai envie de vous le dire, parce qu'on les connaît, ces députés et ces sénateurs, partie d'un groupe d'amitié France-Syrie, donc ils connaissent le terrain, ils y sont allés déjà il y a quelques années. Pourquoi, selon vous, ils n'ont aucune légitimité à y être? Juste parce qu'ils n'y connaissent rien. Enfin, excusez-moi, mais lisez le communiqué de justification de M. Millard et vous constaterez qu'il ne connaît rien à la Syrie. Et rien aux dynamiques régionales et rien. Enfin, je veux dire, je suis effaré. Si un bonhomme comme ça est membre de la commission du renseignement, mais à quoi sert la commission du renseignement? C'est votre avis aussi, Charles Villeneuve? Non. Pas du tout. Moi, je suis plutôt un partisan de la politique pragmatique gaulo-mitterrandienne. Et je regrette que les droits de l'homisme, le kouchnérisme, l'aient emporté, on l'a vu d'ailleurs avec efficacité en Libye, sur cette tendance-là. Je pense qu'effectivement, je suis moins sévère que mon confrère Nicolas Hénin, mais je crois que c'est le produit de ce voyage qui ne sert à rien, je suis d'accord, et le produit d'un malaise dans la diplomatie française. La diplomatie, c'est fait pour parler même avec son ennemi. Je ne dis pas négocier, je dis parler. Et si cette diplomatie s'est retranchée dans un non absolu aujourd'hui, même avec Assad, Hafez el-Assad, Bachar, je parle du père, j'ai toujours le souvenir du père. Et je crois que même le fils affaibli, c'est vrai, qui n'est plus dans les mêmes dispositions d'efficacité par rapport à ce que réclament aujourd'hui encore les renseignements français, il n'empêche qu'il faut parler avec lui, pas publiquement, il y a une diplomatie aussi secrète. Simplement, elle a été faite publiquement. Mais je trouve que depuis quelques jours, on a remis, si vous voulez, au casier d'urgence la morale. Ça m'amuse toujours quand on parle de morale, notamment les politiques. Parce que quand Gérard Bapt, le député socialiste, a dit qu'il avait averti
les autorités, qu'il avait non seulement dialogué, mais qu'il avait écrit. Alors du coup, tac, ça a disparu. Vous avez remarqué ça? C'est fini, on ne les condamne plus de toute façon aussi vertement. Donc voilà ma position. Antoine Pasbous, juste regardez cette caricature d'Hervé Baudry. Il parle des 4 parlementaires, c'est les bronzés en Syrie. Oui, c'est les bronzés en Syrie, on dirait. Vous êtes sévère, vous aussi. Hein. Oui, Antoine. Écoutez, franchement, quand on n'a pas la mémoire courte, allez saluer Bachar le chimique, qui a gazé son peuple, qui envoie tous les jours les hélicoptères balancer des barils d'explosifs sur les quartiers civils pour tuer des civils. L'homme qui, il n'y a pas très longtemps, un officier a fait défection en emportant avec lui 55 000 portraits de suppliciés. C'était 11 000 personnes mortes sous la torture en une année. Et nos députés et sénateurs sont fiers d'aller prendre une photo avec lui. Ça sert à qui? Mais pardon, mais ça sert à qui? Non, mais ce sont des gens dans les prisons d'Assad. Et Assad a tué beaucoup plus de Palestiniens, de Libanais, de Syriens que Daesh, qui n'a que quelques mois. Et de journalistes. Et de journalistes. Mais quand même, comment rendre service à Assad? Parce que regardez, ici, qu'est-ce que ça a suscité en France et en Occident? Un débat. En revanche, en Syrie, Assad a présenté ça comme une faille occidentale et que les Occidentaux se précipitent pour le reconnaître, pour le blanchir, pour le réhabiliter. Et ça, c'est inacceptable. Il faut lire la presse syrienne. Il faut regarder la télévision syrienne. La presse internationale. Il a vendu ça comme une victoire diplomatique. C'est pas ma Bible. Tranquillisez-moi, Antoine. C'est pas ma Bible. Tu n'es pas le centre du monde. La presse syrienne s'adresse aux Syriens d'abord, avant de s'adresser aux Français. Mais et je donc, voudrais juste... Pardon. Et ça, il commence à dire aussi que des pays arabes vont suivre la France. Et là, quand je lis dans le communiqué de Miar, qu'il a dîné avec le patriarche Ignace Kazim. Allons au-delà de ces 4 parlementaires. Moi, j'ai une question précise, Nicolas Hénin. Qui est mort il y a 2 ans et qui a refusé. Ce que je voudrais juste dire, c'est que même, moi, je ne me place pas sur un point de vue moral, même si d'un point de vue moral, on peut avoir on peut parler de ce point. Moi, je me parle d'un point de vue politique, de savoir l'efficacité ou non, à quoi ça sert. Et là, concrètement, en dehors de toute approche autre que celle-ci, ça ne sert à rien. Alors, j'ai une question concrète. Pourquoi les Américains, dans ce cas, c'est ce qu'on lit aussi dans une presse et auprès de journalistes très renseignés, coopèrent avec le régime syrien. On dit justement qu'ils coopèrent sur le terrain. Pourquoi eux le font et nous, on a toutes ces pudibonderies à le faire? C'est pas des pudibonderies, c'est qu'il faut savoir quel est l'objectif que l'on cherche et que l'on veut atteindre à travers cette histoire. On sait très bien qu'aujourd'hui, si on veut sortir de cette guerre en Syrie, il faut évidemment un règlement politique. Je veux dire, c'est une évidence absolue. Hein, et on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment parce qu'aucun des deux camps n'arrive à l'emporter sur le terrain. Maintenant, c'est démontré depuis 4 ans de violence. Mais il faut savoir ce que l'on fait. Est-ce que l'interlocuteur, c'est Bachar el-Assad? Est-ce qu'on essaye de négocier avec un système pour éviter l'effondrement de la Syrie comme ce qui s'est passé en Irak? On a vu les catastrophes que ça a engendré. Donc, il faut savoir quelle est la ligne et on essaye de donner les moyens d'y arriver. Mais que 4 parlementaires dans une impréparation comme celle-ci, ça ne rime à rien. Nicolas, je ne dis pas qu'il ne faut pas négocier. Dans votre livre, dont je rappelle le titre, Djihad Academy, vous listez les batailles de Bachar al-Assad contre Daesh et vous dites finalement que le régime syrien les ménage. Oui, pour vous, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ça, c'est un énorme classique. Enfin, c'est exactement ce qu'avait fait Poutine. Mais aujourd'hui encore, c'est le cas? Encore très largement, oui. Encore très largement. Il n'y a pratiquement pas eu de bombardement. L'idée, c'est d'attaquer les modérés de façon à pouvoir se présenter comme la seule alternative. Et on se retrouve avec ce genre de débat que l'on a. Et je suis désolé, mais je suis parfaitement d'accord avec vous que le boulot de la diplomatie, c'est d'aller parler avec les gens qu'on n'aime pas et qu'on ne fait jamais, au final, la paix qu'avec son ennemi. Mais si l'on, à ceux qui me parlent de rouvrir l'ambassade de Damas, eh bien, je réponds par pourquoi, dans ce cas-là, n'allons-nous pas ouvrir un consulat général à Raqqa? Si la question est d'aller parler avec son ennemi, somme toute, l'État islamique est considérablement moins criminel que le régime syrien. Non, mais de toute façon, vous avez raison de considérer que j'ai raison. Sur le fait que la diplomatie doit de toute façon parler avec son adversaire, quitte d'ailleurs à l'éliminer un peu plus tard, indéniablement. Mais
Je ne vois pas pourquoi on pourrait aller jusqu'à ouvrir aujourd'hui l'ambassade. C'est inutile. Bien sûr. C'est inutile. Quant à la coopération, entre le régime américain, le régime syrien et les Américains. Vous donnez de terrain. J'ai pas d'informations précises sur son contenu, autant que je sache, elle est limitée. Elle a commencé autour du début de la campagne aérienne et l'idée globale, c'est avant tout d'éviter qu'il y ait un incident et que les appareils américains qui opèrent des raids sur l'État islamique ne se fassent descendre par l'armée syrienne. Regardez la caricature d'Hervé Baudry qui représente ce dont on est en train de parler finalement, ces deux ennemis, lequel est le plus dangereux? Qui a le choix entre deux armes sur sa tempe. Sur sa tempe, les deux gâchettes. Antoine Basbous. Écoutez, quand on veut négocier avec Assad, on n'envoie pas des députés débutants dans la négociation. On envoie des agents secrets qui vont se retrouver à Genève ou je ne sais où, ou même à Téhéran. On ne va pas envoyer une délégation avec des caméras et avec des lobbyistes, des hommes d'affaires qui ont fait Kadhafi, qui ont fait Saddam Hussein et qui se retrouvent aujourd'hui. C'est une initiative des députés. Oui. Derrière, il y a des lobbyistes qui les ont envoyés. Ils n'ont pas été mandatés par le ministère des Affaires étrangères ni par l'Élysée. Mais vous avez parlé des Américains. Obama, on le découvrira à la fin de son mandat, il aura été une calamité géostratégique. Calamité géostratégique pour l'Occident. Même s'il conclut l'accord sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, justement, il sacrifie la Syrie pour éventuellement avoir l'accord avec l'Iran. Mais tout ça, c'est toute la déstabilisation de l'Irak, de la Syrie, du Liban et du Yémen. En vous posant à chacun et chacune la question, quel est votre sentiment? Quelle est selon vous notre diplomatie, notre politique étrangère dans cette région? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est lisible et stable selon vous en ce moment, Agnès Levallois? Non, moi je trouve qu'on a une diplomatie qui est assez confuse et c'est bien ça le problème qui se pose. C'est qu'on ne voit pas très bien quelle est la ligne directrice. Sur la Syrie, le point de départ était une politique, je trouve, tout à fait correcte. Mais on a eu pendant 4 ans des propos qui, à mon avis, étaient des propos parfois beaucoup trop forts parce qu'on n'avait pas les moyens de réaliser et de mettre en cohérence les propos et les actions. Donc je pense que la grande difficulté de notre diplomatie aujourd'hui, c'est qu'il y a un hiatus total entre les déclarations et la capacité à agir sur le terrain, ce qui rend la situation, évidemment, à mon sens, complètement illisible. Eh bien, comme vous êtes tous d'accord, on va passer... Voilà, c'est bien résumé. Si vous êtes d'accord, comme tous les mercredis, je vais vous faire réagir. On va surtout découvrir et commenter les unes des hebdos à paraître demain. On va commencer par Paris Match. Alors, à part cette une qui est consacrée à autre chose, c'est au couple Kiberlin et Hébert, c'est surtout Paris Match qui a préparé un dossier spécial de 6 pages sur le récit de l'incroyable enquête de la rue des Rosiers, avec un album photo vraiment très riche de cette enquête au long cours. Le Point, vous le voyez, avec cette une, les chrétiens face à l'islam, ça c'est l'autre très très grand problème, une urgence, dont a parlé d'ailleurs Laurent Fabius et dont on aura l'occasion de reparler. L'Obs avec ce visage, celui d'Alain Juppé, mais qu'est-ce qu'ils lui trouvent tous? Justement, l'hebdomadaire explique pourquoi le maire de Bordeaux séduit aujourd'hui jusque dans les rangs de François Hollande, une résurrection stupéfiante pour un homme honni par la gauche il y a 20 ans. L'Express et l'assommoir des impôts, c'est la grande révolte. Le ras-le-bol continue chez les entrepreneurs, professions libérales, commerçants, les ménages, la liste est longue. Valeurs actuelles, je voudrais vous faire réagir à cette une choc, comme à son habitude, Valeurs actuelles. Pacte avec le diable, c'est politique complice de l'islamisme. Charles Villeneuve, c'est une choc. Non, c'est pas ça, mais moi je voudrais bien avoir l'identité de ces politiques, là, pas seulement... Il y en a sans doute, certainement, mais je ne les connais pas. On va finir plus légèrement, et puis avec un autre hebdomadaire qu'on apprécie beaucoup, c'est le 1. Ils sont fous, c'est français, et c'est une description voilà, de l'art français, de la manière d'être dans les différents domaines culturels, sociaux et économiques. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Charles Villeneuve, merci Nicolas Hénin. Je rappelle le titre de votre livre, Djihad Academy aux éditions Fayard. Merci Antoine Basbous et Agnès Levallois. Merci Hervé Baudry. Merci Sonia. On se retrouve mercredi prochain. Tout à fait. Avec plaisir. Et merci de votre fidélité. Belle et douce nuit à vous. À demain, bien sûr, avec plaisir et à 22h.